L'antiquaire. Écrit et conté par Raffadim. Dans le village de Fautey, il y avait un local désaffecté. La peinture verte de la porte s'effritait. Elle était incrustée dans un portail plus grand, lui aussi peint en vert. Son verrou rouillé tenait encore bon, mais quiconque se serait muni d'un pied de biche l'aurait fait sauter sans effort. L'endroit était à l'abandon depuis des années. Il faisait partie des monuments désormais, au même titre que l'Ange de Pierre sur la Grand-Place, ou la fontaine dans laquelle les enfants se baignaient. Alors quand il a trouvé un nouveau propriétaire, ce local, les villageois ont tous ressenti un peu de désagrément. Et pour certains, ce changement était carrément insoutenable. C'était le cas de Monsieur Chambiche, le vendeur de légumes qui a sa boutique juste en face. La première fois qu'ils l'ont vu, Isma achetait des pommes à Monsieur Chambiche. L'étranger est arrivé sur un chariot hippomobile. Son cheval noir avait des chevilles recouvertes d'épais poils noirs. On ne voyait pas les yeux de l'animal, qui dégageait une abondante fumée de ses naseaux, mais aussi au travers de sa peau. Il paraissait harassé, bien que robuste. Le cocher, lui, portait un jean noir, une redingote noire et un chapeau large qui recouvrait son visage et qui lui aussi était noir. Isma a eu un léger frisson en le voyant. Monsieur Chambiche le regardait du coin de l'œil, les pommes encore sur la balance. L'imposant chargement était recouvert d'une bâche beige et sale. Il est descendu pour s'étirer le dos, presque sans gêne, comme si c'était son village depuis toujours. Le vieux Lebrun a écarté son rideau pour voir. Des joueurs de pétanque un peu plus loin parlaient déjà moins fort. Ils se sont mis à chuchoter. Il y avait aussi Madeleine, qui jouait au burraco avec sa cousine et amie, Olga, sur une petite table ronde. Elles aussi cessèrent toute activité. Personne n'a cherché à détourner leur regard. C'était indécent. On ne regarde pas les gens comme ça, fût-il inconnu. Il a retiré son chapeau et relevé son visage. Cette fois, certains ont détourné les yeux et chuchoté de plus belle. Il portait une bosse au-dessus de chaque œil, ce qui déformait ses sourcils épais, et lui donnait un air sévère. Ses joues semblaient avoir été creusées par quelque maladie de la peau. Ses lèvres, généreuses, étaient excessivement humides. Quant à son regard, quelque chose n'allait pas. Ses pupilles étaient si dilatées qu'on n'en devinait plus l'iris. « On peut vous aider ?» a lancé Chambiche, de toute évidence irrité. L'homme n'a pas répondu. Il a commencé par ôter les cordes qui maintenaient la bâche en place. De grosses cordes, pareilles à des amarres. Un vent léger a charrié l'odeur jusqu'à Isma et Monsieur Chambiche. Ça sentait la mer, mais une odeur plus discrète dérangeait. Une odeur d'éternel renfermé, pensait-on de prime abord. Chambiche n'a pas pu se contenir. « Vous pourriez dire bonjour en retour ? C'est comme ça qu'on fait chez nous. »« Du calme, » a dit Isma, en prenant les pommes que Chambiche lui tendait. « Laisse-le défaire ses affaires. » La réponse d'Isma ne fit qu'énerver davantage Monsieur Chambiche, qui alla dans l'arrière-boutique se servir un digestif. Ces temps-ci, il était de plus en plus irascible, et il avait pris l'habitude de se soulager à la liqueur de prune. Isma n'osait pas ressortir avec ses pommes. Il a attendu, près de l'étal d'artichaut. L'étranger a détourné sa tête pour lui sourire. Un sourire fourbe. Isma avait envie de lui dire « Qui êtes-vous ? Et pourquoi pas ? Quelles sont vos intentions ? Sont-elles bonnes ?» Mais l'homme n'avait pas même dit bonjour. De toute évidence, faire bonne figure ou profil bas ne le préoccupait guère. Il a soulevé une partie de la bâche. Isma a senti la sueur le gagner. Madeleine, sa sœur, a bien senti que ça n'allait pas. Elle a délaissé son jeu de cartes pour aller voir. Elle a toujours été du genre curieuse et téméraire. Pourtant, elle s'est arrêtée en pleine rue quand il a retiré tout à fait la bâche. Les joueurs de pétanque attendaient en ligne, la bouche entr'ouverte. Lebrun est sorti sur le seuil de sa porte. Son chat a passé une tête entre ses jambes pour rentrer aussitôt. Là, sur le chariot, avaient été imbriqués soigneusement des coffres, des statuettes, des amulettes et objets divers. Il a commencé par décharger un objet imposant, enveloppé d'un simple drap tenu par une corde. Sans doute un miroir, pensa Isma. C'est sans doute un antiquaire. En un sens, c'était rassurant de penser ça. Et puis, Isma avait toujours éprouvé de la curiosité pour les choses du passé. L'étranger a déposé le miroir contre le mur de pierre et sorti une petite clé. « Putain, Édouard », pensa Chambiche.
l'œsophage en feu à cause de sa liqueur. Édouard Dupré, c'était le maire de Fautey et de 3 autres villages, tous trop petits pour avoir leur propre mairie. Trop content de trouver un acheteur, le maire avait cédé le local de Feu Martine en ignorant tout de l'homme à qui il le vendait, et quelles seraient les conséquences de cette vente. Le nouveau propriétaire a retiré le verrou et laissé tomber la chaîne au sol. Son bruit métallique sonna comme un glas. Isma aussi a ressenti cette pique au cœur. Le père Perrault est sorti sur le parvis de son église. Sans doute l'intuition divine. Il a descendu les marches de pierre jonchées d'épines de pin. Sa longue toge traînait par terre et soulevait un peu la poussière. Les joueurs debout l'ont regardé avec un mélange d'appréhension et d'approbation. Il fallait bien que quelqu'un parle avec cet homme pour savoir d'où il venait. En somme, fallait qu'on se rassure, qu'on puisse se rattacher à quelque chose, le considérer comme l'un des nôtres. Mais plus le prêtre s'avançait, et plus ses pas se faisaient lourds et hésitants. Son buste bien droit et son air solennel disparaissaient à vue d'œil. Il a ralenti le pas pour finir par s'arrêter net, comme pris d'une révélation. Il ne tenait plus sa Bible contre son torse, sinon à bout de bras. Il a froncé les sourcils et dégluti. Il se savait observé, notamment par M. Chambiche et Isma. Mais le devoir l'emporta sur la peur. Le père Perrault s'est approché au plus près du local. Il a attendu dehors, les yeux rivés sur l'embrasure de la porte. Elle était plongée dans l'obscurité. Impossible de voir quoi que ce soit à l'intérieur. Il a attendu. Ils ont tous attendu, sous le soleil ardent. L'homme est ressorti. Il avait remis son chapeau. Il est passé devant le prêtre sans lui adresser la parole, puis il est revenu sur ses pas pour le jauger. Il a observé la corde qui lui servait de ceinture, ses sandales en cuir craquelé, puis il a porté son regard sur le long collier au bout duquel pendait une croix. Il a relevé la tête pour dévisager l'homme d'église. Le père Perrault n'a pas flanché, mais sa poitrine se soulevait et se rabaissait généreusement. L'homme sinistre a expulsé l'air par ses narines, bruyamment, volontairement, tout en souriant. C'était plus que du mépris, c'était menaçant. « Oh putain !» a dit Chambiche qui a voulu intervenir. Mais par réflexe, Isma l'a retenu par le col comme on retiendrait un chiot, d'une main ferme. Et Chambiche ne s'en est pas offusqué. La poigne d'Isma était d'autant plus surprenante qu'il était plutôt d'un tempérament calme et tendre. Chambiche sentait qu'il avait sans doute une bonne raison. Sa colère est redescendue, remplacée par une forme de peur. Après tout, il ne connaissait pas cet homme. Peut-être était-il dangereux. Peut-être fallait-il éviter de faire le fanfaron ou de l'affronter brutalement, comme ça, de but en blanc. Le père Perrault est resté là sans rien dire. Il regardait l'inconnu passer devant lui et ce qu'il portait. Une somme sans fin d'objets païens et impropres à la vie chrétienne qu'il tentait de préserver depuis 2 décennies déjà. « Peut-être as-tu besoin d'aide, mon fils. » Mais là encore, l'inconnu s'est contenté de décharger son chariot. À chaque fois, il disparaissait dans l'embrasure pour réapparaître l'instant d'après. Et quand il a fini ses allées-venues, il a relevé le verrou baïonnette pour ouvrir le portail en grand. La lumière naturelle est entrée pour révéler un hangar poussiéreux, une allée au centre, et de part et d'autre, ces objets exposés et alignés. Les plus petits devant, les plus imposants dans le fond du local. L'homme s'est installé tout au bout de l'allée centrale. Une simple chaise et une table qu'il dépoussiéra d'un revers de manche. La poussière est montée dans le hangar sombre, puis il a déposé un registre proéminent sur la table et l'a ouvert en son centre. « Quel affront, mon père !» s'est exclamé Chambiche. Le père Perrault s'est retourné pour poser une main amicale sur son épaule. « Oh ! Qui se venge d'un petit affront, cherche à en recevoir de plus grands. » Pas convaincu du tout, Chambiche déclara net. « Cet homme ne me dit rien qui vaille. »« Moi non plus, » ajouta Isma à voix basse. Isma allait développer sa pensée quand on vit le vieux Lebrun s'avancer d'un pas laborieux, le dos courbé et sa main fripée sur le manche de sa canne à tête de canard. Il était du genre coquet, et si son vieil âge l'avait en partie guéri de ses achats compulsifs, il n'en restait pas moins un amateur d'objets rares. « Qu'est-ce que tu fais, Lebrun ?» dit Chambiche. « Je vais voir ce que cet homme a à offrir. »« Ne fais pas ça. »« Occupe-toi donc de tes étals, toi. Tu ne vas pas dire à un vieil homme ce qu'il doit faire. »« Mon père, dites quelque chose. » Mais le père Perrault ne vint pas en aide à Chambiche, et on vit le vieil homme pénétrer le local.
On devrait pas faire ça, dit Madeleine en se rapprochant. Faire quoi? Dit Isma. Rester là, à jauger et surveiller l'antiquaire. C'est pas des choses à faire. Madeleine a raison, intervint le père Perrault. Je m'en vais préparer la messe. Je vous vois tout à l'heure. Ils regardèrent le père s'éloigner. Comment faisait-il pour ne pas s'offenser? L'inconnu ne l'avait-il pas traité de la pire des manières? Un nouveau venu ne devrait-il pas faire profil bas pour être accepté? Au cours de la messe, le père Perrault ne revint pas sur l'affaire et feignit de faire comme si tout allait bien. Peu à peu, la foule se dispersa, sauf Isma qui mangeait une pomme sur les marches et M. Chambiche qui faisait semblant de ranger sa paperasse. Ils attendirent et virent ressortir Lebrun 3/4 d'heure plus tard. L'antiquaire le suivait en silence. Il portait un objet lourd, recouvert par un drap. « Qu'est-ce que t'as acheté ?» a demandé Isma, incapable de contenir sa curiosité. « Un miroir. »« Et combien ça t'a coûté ?»« Rien du tout. »« Comment ça, rien du tout ?»« Tu poses trop de questions, Isma. Va plutôt aider ta sœur. » Le vieux désignait Madeleine, qui tentait de faire fi des avances de Fred. Fred, c'était le caïd du village. Celui qui volait des œufs dans les fermes pour les lancer contre un mur ou sur quelqu'un, celui qui était trop sûr de ses charmes, celui qui jurait et provoquait des bagarres au quart de tour, bref, l'âme perdue que même le père Perrault avait renoncé à sermonner. Un vrai salopard. Isma oublia soudain l'antiquaire qui entrait déjà chez Lebrun. Madeleine jetait des regards complices à sa cousine, Olga, histoire de dire « Putain, quel lourdeau !» Revenait à son jeu de cartes, mais rien à faire. Fred était là, les 2 mains sur la table, à sourire niaisement. Il a mis une main dans ses cheveux, elle l'a repoussée. Isma, d'abord hésitant, s'est levée pour aller voir. Sa sœur n'aimait pas trop qu'il s'en mêle. Elle pouvait se débrouiller seule, lui avait-elle dit maintes fois. « Écoute Fred, t'es gentil, » lui dit-elle tout en soutenant le regard. « Mais t'es pas mon genre. Et puis je sors avec Gérardo, au cas où tu ne serais pas au courant. » Et contre toute attente, Fred n'a pas insisté. Il s'est éloigné, a jeté un regard moqueur à Isma, accompagné d'un furtif battement de sourcils. Puis son visage s'est métamorphosé à la vue de l'inconnu qui ressortait de chez Lebrun. « C'est qui, lui ?» dit-il, à qui voulut bien l'entendre. « C'est l'antiquaire, » dit Olga. « L'anti quoi ?»« Le nouveau proprio du local. Et il vend quoi ?»« T'as qu'à aller le voir. Comme ça, tu sauras et tu nous ficheras la paix. »« Du calme, Olga. Fais pas ta belle, hein. Oublie pas que t'es dégueulasse. » Fred est allé voir, tandis qu'Olga essayait de dissimuler sa vexation. « L'écoute pas, » dit Madeleine. « C'est qu'un con. » Mais même venant d'un con, les mots blessent. « Allez, viens, on va se promener. Y en a qui ont le don de faire chier le monde. » Madeleine ramassa les cartes à la va-vite et rejoignit Olga qui s'éloignait déjà. Un peu plus loin, Fred, d'humeur caustique, dévisageait Isma. « Tu veux qu'on remette ça ?» lui dit-il. « T'es plutôt costaud, mais t'es lent comme le vieux Lebrun. » Isma avait envie de lui dire bien des choses, à commencer par le fait qu'il avait intérêt à ne pas approcher sa sœur, sinon Gérardo et lui iraient lui donner la leçon. Que c'était moche de parler comme ça à Olga, ou encore qu'il devrait éviter l'antiquaire. Mais Isma s'éloigna pour rejoindre sa sœur et sa cousine. « les fiottes, » dit Fred tout en s'approchant du local. Il posa un regard inepte sur les premiers objets entreposés et vit une silhouette s'éloigner dans l'allée. « Vous êtes le nouveau ?» Pas de réponse. « Je te cause, Pecno. » Mais l'étranger était affairé à remplacer le vide laissé par l'achat de M. Lebrun. En l'occurrence, un présentoir sur lequel reposait un boîtier ouvert et rembourré. Dedans, il y avait un bracelet d'or. À côté, une lampe à huile allumée. « On dirait que t'es sourd, le con, là. »« Mais l'inconnu n'avait d'attention que pour le bracelet. D'un geste furtif, Fred a renversé des couverts en argent qu'il y avait là. Le sol poussiéreux était jonché de fourchettes et de couteaux récemment nettoyés. « Bah tu vois quand tu veux. » Mais au lieu de s'offenser, de se ruer vers son argenterie ou de gifler le jeune effronté, l'antiquaire lui sourit et d'un geste de l'index, l'invita à approcher. Surpris et un peu désappointé, Fred fronça les sourcils. L'homme écrivait quelque chose sur un calepin. Arrivé à sa hauteur, le jeune effronté put lire ceci. « Pour Madeleine. »
Tu peux pas parler en fait. T'es un putain de muet. Mais Fred cessa ses moqueries à la vue du bracelet en or massif. Nul besoin d'être fin connaisseur pour sentir que l'objet était précieux. Bah ouais, monsieur Breloque, tu crois que j'ai la thune pour acheter ça? L'homme sortit le bracelet de son boîtier. On pouvait y lire du grec ancien, gravé autour de 2 flèches entremêlées. Pour moi? Demanda Fred surpris. L'homme prit sa main et y déposa le bijou précieux. Y a écrit quoi? L'antiquaire écrivit à la va-vite et montra son calepin. Que vienne à moi l'amour inconditionnel de l'être désiré. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mister. Mais ça va sans doute plaire à Madeleine. Fred allait repartir quand le vendeur le retint par la manche et désigna le grand registre sur la table en bois. Il tourna le registre vers Fred et lui tendit un stylo. Sur chaque ligne était écrit le nom de l'objet vendu, la date, le nom et prénom de l'acheteur, ainsi que sa signature. Fred se pencha pour mieux voir. Il reconnut le prénom et le nom de Jean Lebrun. « C'est quoi ton truc? Une sorte d'emprunt ?» L'homme écrivit sur son calepin. « Signe, et le cœur de Madeleine sera à toi. » Ah putain, t'es un malade, toi. Je veux pas signer. C'est louche d'ailleurs, ton histoire. Y a pas un prix dans ta putain de boutique. C'est quoi l'arnaque? L'homme lui arracha le bracelet des mains, avec une telle rapidité et une telle force que Fred en eut la chair de poule. « Hé, calme-toi, je suis pas ton pote. » Le vendeur venait de déposer le bracelet sur le registre. Il pointait du doigt la ligne correspondante. « Bracelet d'Aphrodite. » Avec la date du jour. « Si je signe, le bracelet est à moi ?» L'homme acquiesça de la tête. Fred hésita, tenta de réunir ses idées, de peser le pour et le contre. Mais c'était l'occasion d'amadouer Madeleine, lui qui n'avait pas le sou, et encore moins le bon goût ou l'idée d'offrir quoi que ce soit d'autre. Ou simplement de renoncer à elle. « Ok, je vais signer, teubé. Mais t'as pas intérêt à venir me le réclamer. Donner, c'est donner. » Il écrivit Fred Donnard, se félicita en son fort intérieur de ne pas avoir fait de faute cette fois-ci, et signa maladroitement. À côté du registre, une corbeille en osier dans laquelle Lebrun avait laissé un billet de 50 €, mal à l'aise à l'idée d'emporter quelque chose gratuitement. « Si tu demandes pas d'argent en retour, t'en as pas besoin, pas vrai ?» Le jeune homme crut voir des dents noires derrière le sourire sordide de l'antiquaire. Il eut un mouvement de recul. Fred prit le billet de 50 qu'il lui tendit et sortit. Il avait fait l'affaire du siècle. 50 balles et un bracelet d'or dont il ne concevait pas la valeur marchande. Mais il était sûr de son coup en cet instant. Il partit à la recherche de Madeleine. En fin de journée, Jean Lebrun avait rendu visite à sa femme, Hélène Lebrun, enterrée au cimetière même du village. Il avait déplié sa petite chaise en toile bleue et était resté un long moment à discuter, appuyé sur sa canne, la casquette sur son genou, tandis que les hirondelles voltigeaient dans les dernières lueurs du jour. « J'ai acheté un beau miroir aujourd'hui. Un antiquaire qui a repris le local de Martine. Paix à son âme. » Il avait jeté un furtif regard vers une tombe rongée par les mousses et les mauvaises herbes. Personne ne venait plus se recueillir sur la tombe de Martine la bouchère. Lebrun en était conscient, aussi s'efforçait-il d'enlever quelques mauvaises herbes ou d'arroser la pierre tombale de temps à autre. Un regain d'émotion l'avait gagné, et il avait essuyé une larme avant qu'elle ne s'échappe. Il était vieux et fatigué, plein de nostalgie et de tristesse. Ses amis n'étaient plus, la mort tardait à l'emporter, et sa femme lui manquait terriblement. Il était retourné chez lui juste avant la nuit, avait fait réchauffer les pâtes de l'avant-veille, lu un polar tout à fait inutile, posé un dernier regard sur le miroir qu'il avait fait installer, puis éteint sa lampe de chevet. Son sommeil fut agité. Aussi se leva-t-il en pleine nuit, pris de miction. Il se traîna péniblement jusqu'à la salle de bain, plissa les yeux à cause du néon trop lumineux, et tenta de viser juste. « Oups! Tant pis, je laverai demain. » Il se regarda dans le miroir et crut voir quelqu'un dans la chambre. Il se retourna. Ce n'était personne, sinon son reflet dans le grand miroir. Encore qu'il était différent, il prit ses lunettes sur le rebord de l'évier, et son cœur s'emballa à la vue d'un jeune homme, familier certes, mais un étranger tout de même. Il voulut dire « Qui êtes-vous » mais sa gorge resta nouée. Il déglutit
Les mains appuyées sur le rebord de l'évier, il n'osait pas dévier le regard du reflet pourtant. Il leva son bras flasque, et le reflet fit de même. C'était bien son reflet. Il avança encore et constata que c'était bien lui, avec 60 ans de moins. Il ouvrit la bouche, l'autre fit de même. Alors Jean Lebrun chercha dans le cadre et derrière le miroir une indication ou une explication. Sans doute une innovation, pensa-t-il. Après tout, il avait vu les plus jeunes générer des filtres rajeunissants ou vieillissants sur leurs photos. Ce miroir devait avoir une application pour ça, à la manière des smartphones. Mais il ne trouva rien, si ce n'est, gravé à même le cadre en bois, une femme aux cheveux longs, tenant un panier de pommes. Il redressa le buste et poussa un cri d'épouvante qui le fit basculer en arrière. À terre, il recula, une main en avant pour se protéger. Son cri réveilla Isma, qui était son voisin de palier. Il sursauta, tomba presque de son lit et resta les yeux grands ouverts, l'oreille alerte. Il hésita, puis alluma sa lampe de chevet. Il aurait juré avoir entendu crier. Il ouvrit sa porte. Dans le couloir, sa sœur était là. « T'as entendu ça ?» dit-elle. « Ouais, ça vient de chez Jean. Faut qu'on aille voir. » Madeleine alla enfiler un manteau. Isma fit de même, et ils passèrent devant la chambre des parents. Le père ronflait fort. La mère, elle, avait des boules caisses. Ils sortirent dans la rue déserte. Madeleine désigna le local, toujours ouvert. Une lampe à huile reposait sur une table. La lueur éclairait tout juste quelques amphores et le début de l'allée centrale. Il est encore ouvert, on dirait. Isma ne dit rien, mais ça ne faisait qu'accroître la suspicion et la répulsion qu'il éprouvait pour l'étranger. Un vent frais les ramenèrent à leurs préoccupations premières. Isma frappa 4 coups secs à la porte. Ils attendirent. Pas de mouvement à l'intérieur. Madeleine pressa le bouton et la sonnette résonna dans la nuit. Cette fois, on entendit quelqu'un descendre les marches. « Qui c'est ?» dit Lebrun sans toutefois ouvrir la porte. « C'est Madeleine et Isma. On a entendu crier et on voulait savoir si tout allait bien. »« Oui, oui. J'ai fait un cauchemar, c'est tout. Merci de vous en inquiéter. »« Vous êtes sûr ?» insista Isma. « Sûr de sûr, Isma. Bonne nuit. On se croisera sans doute demain au marché. Allez, au revoir. Merci. » Ils n'insistèrent pas. « Isma, qu'est-ce que tu fais ? 2 secondes. Je vais voir s'il y a quelqu'un. » Il s'approcha du local grand ouvert. Au-delà de 2 ou 3 mètres, les ténèbres. « Isma, qu'est-ce que tu fous ? Allez, on rentre !» Mais la curiosité était trop forte. Sa poitrine se soulevait généreusement. Il avait un peu de sueur au front. Il prit la lampe à huile pour la diriger à l'intérieur. On ne voyait qu'un bout d'allée supplémentaire avec des objets de part et d'autre. « Isma, je vais me coucher. Vas-y, je te rejoins. » « Putain, mais tu me saoules !» Elle resta là, les bras croisés, grelottante. Elle n'était pas prête à le rejoindre, mais elle n'avait pas envie de le laisser pour autant. Elle vit son buste s'avancer dans l'allée. On eût dit qu'il flottait dans le néant. Il avançait, le bras tendu. Mais la lampe éclairait fort peu. Il s'est avancé, et il l'a vu, assis à sa table, son registre devant lui. Isma a manqué de faire tomber la lampe. « Qu'est-ce que vous faites encore debout ?» dit-il. Mais l'homme ne dit rien. L'étranger s'est relevé. Isma reculait d'un bon mètre, si bien qu'il ne le voyait plus. Soudain, il le vit dans la faible lueur de la lampe. Les yeux écarquillés, Isma vit son menton lacéré, ses joues creusées, et toujours ce sourire, tantôt aimable, tantôt menaçant. L'antiquaire lui a tendu un livre, orné d'un chêne. Isma a pris l'objet, sans toutefois quitter le vendeur des yeux, après quoi l'antiquaire l'a invité d'un geste cordial à signer un registre. D'abord hésitant, Isma est allé voir. Et à la faveur de la lampe, il vit que Fred Donnard et Jean Lebrun avaient déjà signé. L'homme lui tendit un calepin sur lequel il venait d'écrire furtivement ces mots. « Signe, et le livre de la connaissance sera à toi. » C'en était trop. Il a reposé le livre tranquillement, l'a remercié d'un sourire cordial et tout à fait maladroit, puis s'est éloigné à reculons. Au milieu de l'allée, Isma s'est retourné, a pressé le pas jusqu'à la sortie et laissé la lampe à huile où il l'avait prise. « Qu'est-ce que t'as vu ?» lui dit sa sœur. « Il est toujours dedans ? On rentre ?» dit-il en lui prenant le bras. Elle n'insista pas.
Isma avait la main moite. Cette nuit-là, impossible de se rendormir. Dans la cuisine éclairée par une simple ampoule qui pendait au bout d'un fil, Isma tentait de réunir ses idées. Le type débarque du jour au lendemain. Ok, il semble muet, mais il n'a même pas fait un geste cordial en arrivant. T'as bien vu comment il s'est comporté devant le père Perrault. Et comme ça, en un claquement de doigts, il arrive à vendre un objet à Lebrun. Je sais que le vieux, il est friand de ces choses-là, mais c'est étonnant. Et surtout, il ferme pas sa boutique la nuit venue. Il était à la caisse, je te jure, les yeux grands ouverts, et il attendait, il faisait rien. Il a essayé de me vendre un livre. Madeleine tentait de suivre avec attention, mais elle avait l'esprit un peu ailleurs. Elle repensait au bracelet que lui avait donné Fred en fin d'après-midi. Il avait tant insisté qu'elle avait dû accepter. En fait, le seul truc qu'il m'a demandé en échange, c'est de signer son registre. Non, franchement, ce type est plus que bizarre. Ces objets n'ont pas de prix, et je crois pas un seul instant qu'on puisse vendre quelque chose sans rien en attendre en retour. Isma venait de relever la tête. Il connaissait sa sœur autant qu'elle le connaissait. Quoi, qu'est-ce qui va pas? Rien. Arrête un peu, tu me caches quelque chose. Elle soupira. C'est Fred. Encore? Putain, mais quel lourdeau, lui. Je m'en occupe, si tu veux. Il m'a offert un bracelet. Je pense qu'il l'a acheté à l'antiquaire. Isma sentit son pouce emballé. Oh, il était tellement chiant. Il a insisté pour que j'enfile le bracelet sous ses yeux. Et tu l'as fait? Non. Il est dans ma chambre. Si Gérardo l'apprend, tu sais ce qui va se passer. Tu me prends pour une débile ou quoi? Non, bien sûr que non. Elle s'adossa contre le dossier de la chaise en bois. Donne-le-moi, dit Isma, et j'irai le rendre à l'antiquaire demain. Ni vu ni connu. Non, j'irai moi. Ouais, mais bon, je t'accompagne. On pourrait y aller tout de suite sinon. Comme ça, c'est fait. Isma n'était pas très emballé par l'idée. Non, allons au lit, on fera ça demain. Ouais, mais Gérardo arrive demain matin. On se lèvera tôt et puis on ira demain matin, le plus tôt possible. Bon, ok. Ils remontèrent dans leurs chambres respectives et tentèrent de dormir jusqu'au petit matin. Ils ne réussirent à s'endormir qu'aux premières lueurs. Leur mère vint les réveiller. Elle toqua 3 petits coups à la porte d'Isma, puis s'éloigna dans le couloir pour réveiller sa fille. « On se lève, il est déjà 9h !» 9h, pensa Isma. « Merde !» Il s'habilla en vitesse et trouva sa sœur dans le couloir, les cheveux en bataille et l'air tout à fait ensuqué. « Qui veut un petit jus d'orange ?» dit leur mère tout en redescendant les marches en bois. « T'as le bracelet ?» dit Isma à sa sœur. Elle a acquiescé, puis les voilà partis. Leur mère les vit passer dans l'embrasure de la cuisine. « Hé, pep, vous allez où comme ça? C'est Bobonne qui va tout nettoyer là? Faut qu'on fasse une emplette, dit Madeleine. On revient dans 2 minutes. Oui, bien sûr. Gérardo va pas tarder et il y a encore rien de fait. Je te rappelle que c'est moi qui ai préparé la chambre d'invités. On nettoiera le reste, promis. La mère ne paraissait pas convaincue, pas du tout. Elle les regardait le sourire aux lèvres et le sourcil gauche relevé. Papa nous filera un coup de main. Le père, assis devant son café, abaissa son journal, regarda ses fils d'un air blasé, puis sa femme. Votre père est un cas désespéré, donc vous ne pourrez compter que sur vos petites mains. Allez, filez, et revenez au plus vite. Ils se ruèrent dans le hall d'entrée, marchèrent à la va-vite dans la rue mal pavée, et firent demi-tour en entendant klaxonner. C'était Gérardo, et sa Citroën rouge. Il les vit, klaxonna à nouveau, et passa une tête par la fenêtre. « Hello !» Isma contracta sa mâchoire. Madeleine rangea furtivement le bracelet dans sa poche arrière de jean. Elle prit une grande inspiration et se retourna. Elle oublia un peu ses ennuis à la vue de son premier amour. Un jeune homme aux sourcils épais et aux lèvres sensuelles, toujours enjoué, très bien élevé, encore qu'un peu jaloux. Lui aussi était éperdument amoureux de Madeleine, avec qui il avait perdu son pucelage un été, sur une vieille couverture à carreaux, à même le champ de tournesol. Elle prit son visage à 2 mains et l'embrassa langoureusement. Ses mains dans les poches, Isma détourna le regard. Il salua M. Chambiche d'un hochement de tête. Le vendeur de fruits et légumes, sujet aux insomnies et aux ardeurs d'estomac, avait une mine épouvantable. « Hé !» s'exclama Gérardo qui sortit de sa voiture. Isma lui fit l'accolade. Il aimait bien Gérardo, bien qu'il aimât surtout sa sœur.
À vrai dire, il avait encore beaucoup de mal à laisser son instinct protecteur de côté. De toute manière, pas le choix. Sa sœur le lui avait bien fait comprendre. Gérardo en était conscient. Et il avait toujours eu pour Isma quelques attentions. En somme, il faisait tout pour qu'il l'accepte comme un ami sur qui compter. Isma, en retour, avait bien vu que Gérardo était complètement aveuglé par l'amour. Mais d'un geste furtif, Gérardo posa ses mains sur les hanches de Madeleine. Il l'embrassa et balada sa main gauche. Mais au lieu de sentir les courbes lisses de Madeleine, il sentit un objet et releva la tête. « Qu'est-ce que t'as dans ta poche ?» Elle essaya de se défaire de son étreinte. Le regard baissé, sa gêne ne passa pas inaperçue. Oh, elle avait espéré mentir. Mais impossible de mentir à Gérardo. Il s'était même promis de ne rien se cacher. Isma voulut la secourir, mais il se contenta de passer une main dans ses cheveux. Très mal à l'aise. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me promets de pas t'énerver. » Et le sourire de Gérardo s'effaça. « C'est Fred, il a acheté un bracelet à la boutique que tu vois là-bas. » Il se retourna et vit le local. Juste avant d'entamer sa montée, il avait croisé un cheval noir qui broutait dans un pré, à côté d'un chariot, et s'était demandé à qui il appartenait. Il avait aussi remarqué que les autres chevaux broutaient dans le coin opposé, comme un paria qu'on éviterait. Il a voulu me l'offrir. Mais j'allais justement le rendre à l'antiquaire. J'en veux pas de son bracelet. C'est toi que je veux, tu le sais. Mais Gérardo écoutait à peine. Il était attentif au son de tambour qui frappait dans sa poitrine. La mâchoire contractée, il regardait au loin, près du terrain de pétanque. Il cherchait Fred du regard. « Donne-le-moi, » dit-il soudain. « Je vais le rendre à Fred. »« Non, laisse tomber. Je vais le rendre au vendeur et toi tu vas aller te garer. Ma mère va préparer un couscous comme tu les aimes. Et avec Isma, on a pensé à passer l'après-midi dans les gorges. Hein, pas vrai Isma ?» Elle chercha du renfort auprès de son frère. Ouais, dit-il. J'ai trouvé un nouveau chemin. On prendra le jeu de cartes. On va se mettre bien. Gérardo tenta de sourire et fit rater. Je vais me garer. À tout de suite. Hé, intervint Madeleine. Allez, embrasse-moi. Il l'embrassa sans envie et reprit le volant. Il s'éloigna à faible allure tout en les observant dans son rétroviseur. Il les vit marcher à vive allure en direction du local, puis chercha Fred du regard à nouveau. Mais à cette heure matinale, il ne vit que quelques vieux sur le terrain de pétanque, dont le père Perrault. Il alla se garer dans une rue en pente. Il savait qu'il était sur le point de faire une connerie. Mais la jalousie était trop forte. D'autant plus forte qu'elle gâchait ses retrouvailles avec Madeleine. Ça faisait bien 2 semaines qu'ils ne s'étaient pas vus. Une éternité. Il ferma sa portière à clé et tenta quelques inspirations-expirations pour faire redescendre la tension. « Bonjour Gérardo !» Il reconnut Madame Corsega. Il la salua comme il put, remonta la rue, se mit un coup de ventoline dans le bec et arriva sur la place du village. Isma et Madeleine l'attendaient. Et là, il le vit. L'antiquaire devant son local. Sordide, pervers, l'incarnation de toutes les tentations. Lui-même désirait ardemment reprendre le bracelet et aller voir Fred pour lui faire son affaire. Il détourna la tête de l'antiquaire et entra. Le vieux Lebrun sortait rarement, et quand il le faisait, c'était pour aller se promener seul ou parler à sa femme enterrée. Mais ce jour-là, il se dirigea d'un pas svelte vers le terrain de pétanque, le sourire aux lèvres. Le père Perrault, en train de vanter les mérites de la sagacité, s'interrompit et fronça les sourcils en le voyant s'approcher. Lebrun semblait parler seul à quelqu'un qui se serait tenu sur sa droite. Il se tenait droit, n'avait pas pris sa canne et semblait saisir quelque chose de sa main droite. « Bien le bonjour, dit-il. On va au marché de Munoz. Vous voulez quelque chose ?» Les conversations cessèrent. Personne ne dit rien. « Bon, je prends ça pour un non », ajouta Lebrun tandis qu'il s'éloignait tout en parlant seul. L'un des villageois, le plus jeune, rompit le silence. « Qu'est-ce qui vient de se passer là ?»« Je vais lui parler, » intervint le père Perrault. Ils le virent s'éloigner, et l'un des villageois dit tout haut ce qu'on pensait déjà tout bas. « Oh, ça c'est de la démence sénile, à tous les coups. » C'était l'explication la plus probable, puisque Lebrun était vieux et qu'il avait pris l'habitude de parler seul. « Jean !» dit le père. « Jean, attendez.
Le vieil homme se retourna. « Jean, vous allez bien? Où allez-vous comme ça ?» Mais le brun ne répondit pas tout de suite. Il regardait sur sa droite et souriait niaisement. « Hélène a raison, » dit-il enfin. « Vous ne prenez pas une ride, vous, hein ?» Cette fois, c'était clair pour le père Perrault. « Passez une bonne journée, mon père. On vous ramènera du miel des Cagniens. Sur les aubergines frites, c'est un régal. » Le vieux Lebrun releva sa casquette et s'éloigna. Le père Perrault l'entendit causer de tout et de rien. On eût dit qu'il donnait le coude à quelqu'un. Le prêtre porta son poing droit à sa bouche. Perplexe, embarrassé, il envisageait déjà une prise en charge. Pour l'heure, il se contenta d'aller prier dans le recueillement de son église, si rafraîchissante quand vient l'été. « Seigneur, dit-il à voix basse, aide le pauvre Jean à revenir parmi les vivants. Voilà des années qu'il ne parle qu'à sa femme, qu'il ressasse le passé. Et voilà que sa démence l'amène à voir ce qui n'est plus. Donne-lui la force de vivre parmi nous encore quelque temps, ou abrège ses souffrances et donne-lui l'amour inconditionnel dont tu es seul détenteur. » Le père Perrault se signa et alla méditer au pied de la Vierge Marie. Mais sa mine attristée, son teint diaphane et ses larmes noires ne lui furent d'aucun secours. Quelques heures plus tard, il vit revenir Jean Lebrun, des sacs de course au bras droit. Il pouvait à peine tenir sur sa canne, et le voilà qu'il portait 3 sacs pleins sur un bras, l'autre tenant un coude imaginaire. À Fauteuil, la rumeur se répand vite, très vite. À peu près tout le monde savait que Lebrun venait de basculer dans la folie. On le plaignait, puisqu'il n'avait pas même un fils ou une fille pour l'accompagner dans sa vieillesse. Mais il n'était pas pour autant solidaire au point de payer une aide à domicile. Seul le père Perrault envisageait réellement d'intervenir, et pourquoi pas financièrement, lui qui pourtant n'avait pas grand-chose. Il observa le vieux Lebrun regagner sa maison et se décida à lui parler. Il croisa le jeune Gérardeau en chemin, qui ne lui rendit pas la politesse. À peine sorti de table, le jeune homme avait dit avoir oublié des affaires dans sa voiture. Le voilà qu'il allait droit vers la boutique d'antiquités. Perrault le vit franchir le seuil du local dont on disait qu'il restait ouvert même la nuit. Puis il toqua chez Lebrun. Sans réponse, le père Perrault envisagea de jeter un œil par la fenêtre, se réprimanda, puis se dit que c'était pour son bien. Par le carreau en partie voilé par un rideau transparent, il le vit dans la salle à manger, de dos, en train de cuire quelque chose. Sur la table ronde, 2 couverts et une bouteille de vin débouchée. Jean se retourna et se mit à servir. D'abord une assiette, puis l'autre. Il laissa la poêle et revint s'asseoir. Le voilà qu'il trinquait dans le vide. C'était d'autant plus troublant que Jean Lebrun, plutôt amer et renfermé, semblait réellement heureux. Le père Perrault toqua au carreau. Cette fois, le vieux Lebrun entendit et le vit. Il alla ouvrir. « Mon père, vous nous surprenez en plein déjeuner. »« Mon cher Jean, vous êtes seul. Il n'y a personne à votre table. » Jean fronça les sourcils et ricana. « Que puis-je pour vous, mon père ?»« Je m'inquiète beaucoup. Vous ne semblez pas conscient du problème, vous parlez seul. Vous vous adressez à quelqu'un qui n'existe pas. Tout le monde ici commence à s'inquiéter, moi le premier. J'aimerais vous aider. » « Sottise. Je me suis jamais aussi bien senti chez ma femme à mes côtés. Et je suis dans la pleine fleur de l'âge. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Jean allait refermer, mais le prêtre mit son bras en travers de la fenêtre. « J'insiste, Jean. Laissez-moi entrer. J'ai quelques questions à vous poser. » Avec une force étonnante, Jean le repoussa, ferma la fenêtre et tira le rideau. À travers le carreau fin, le père put entendre ces mots. « Pardon, ma chérie, je crois que le père Perrault n'a plus toute sa tête. » Désemparé, le prêtre se retourna. Il vit Gérardeau sortir d'un pas décidé, le visage refermé. Il le suivit du regard et vit Madeleine sortir de chez elle, suivie de son frère. « Arrête! Ne fais pas ça! On s'en fout, bon sang !» Elle tenta de lui reprendre, mais le bracelet lui échappa et vint rouler sur le sol irrégulier. Gérardeau se jeta sur l'objet, et pour éviter qu'on le lui enlève facilement, l'enfila à son poignet. Il se releva pour leur faire face. Son visage avait changé. Une seconde plus tôt, tous auraient décelé jalousie et haine. Mais il était soudain relâché, presque apathique, les paupières lourdes et l'air rêveur. « Gérardeau, donne-le-moi !»
Elle voulut lui ôter, mais il la repoussa de sa main droite. Elle tomba en arrière, choquée, puis meurtrie. « Gérardo !» s'écria Isma qui relevait déjà sa sœur. Le père Perrault s'interposa, une main en avant. « Mon fils, que se passe-t-il » Gérardo secoua la tête, comme étourdi. « Fred, Fred, oh mon beau Fred !» Et sans qu'on pût l'arrêter, il s'éloigna. Madeleine était confuse. Elle retenait ses larmes, mais ce n'était que façade. Isma voulut la réconforter, mais elle le repoussa et rentra chez elle en courant. Soudain, il y eut de l'agitation près du terrain de pétanque. Les plus vieux se levèrent aussi en poussant des « Hé, 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 arrêtez !» Mais ils étaient lents et impotents. On les vit cependant disparaître à l'angle de la rue. Isma alla voir, d'abord en marchant, puis en courant. Le père le suivit, en soulevant sa toche pour aller plus vite. « Putain de grosse pédale !» pouvait-on entendre. « Je vais te saigner !» Gérardo était à terre. Fred était sur lui. Il frappait son visage tuméfié en sang. Des petits vieux essayaient de le retenir, mais Fred les repoussait. L'un d'eux était à terre. Il se tenait le poignet, sans doute cassé. Isma tourna à l'angle et les vit. Gérardo n'avait de cesse de sourire, les bras écartés comme le Christ sur la croix, le nez difforme et l'œil gauche recouvert d'une bosse écarlate. Fred frappait avec une telle rage qu'Isma eut un moment d'absence. Dans ses coups, il semblait mettre toute sa frustration accumulée et sa bêtise. Isma courut à pleine enjambée et le plaqua au niveau des épaules. Ils roulèrent sur la route inclinée. Fred fut le premier à se relever. Le père Perrault prenait déjà la tête de Gérardo dans ses mains. Il était inconscient. « Appelez une ambulance !» dit-il. Isma détourna la tête, vit qu'il y avait du sang sur la chaussée et sentit une rage monter en lui, quelque chose de très profond, jusqu'ici inconnu, en rapport au harcèlement activement mené par Fred sur sa sœur et à peu près sur tout le village. « Je vais te tuer !» dit-il soudain malgré lui. « Hâte de parler, viens !» Isma écarquilla les yeux et souffla par ses naseaux. Il allait foncer comme un taureau sur un toréador, quand il sentit une étreinte forte autour de lui. Il baissa les yeux et reconnut la chemise à carreaux de Chambiche. « Ça va aller, Isma, allez, calme-toi. Fais redescendre tout ça. » Il se débattit un peu, mais le peu de raison qui lui restait suffit à le dissuader. « Va-t'en !» dit Chambiche à Fred. « Va-t'en, si tu ne veux pas te faire lyncher. » Fred regarda autour de lui. Des villageois sortirent de chez eux. Si la plupart s'étaient attroupés autour du corps inerte de Gérardo, certains lui jetaient des regards assassins. Il avait longtemps cherché querelle. Tant de fois. On lui avait longtemps accordé crédit. Mais là, c'était le geste de trop. Oui, peut-être Gérardo avait-il commencé. Mais on prend nécessairement le parti de celui qui est à terre, fût-il le déclencheur. On entendit un cri. Par-delà le brouhaha des villageois. Isma se retourna. Chambiche se contentait de lui tenir le bras désormais. C'était sa sœur, Madeleine, alertée par l'agitation. Elle se précipita vers le corps, écarta le père Perrault et s'agenouilla près de Gérardo. Elle hésita à le toucher, puis posa ses mains sur ses joues. Son corps prit de légères convulsions. S'était figé. Aux larmes et aux tremblements succéda le stress. Était-il seulement en vie? Elle mit une main au creux de son cou. Aucun pouls. Elle posa son oreille contre son torse. Aucun son non plus. « L'ambulance est en route », dit Perrault, une main sur l'épaule de Madeleine. « Et nous avons prévenu le maire aussi. » Le cœur de Madeleine battait si fort qu'elle l'écouta à peine. Elle sentit la sueur et la nausée la gagner. Elle tenta de se ressaisir en regardant autour d'elle, mais elle ne vit que Fred, à une quinzaine de mètres. Il commençait à reculer. Elle voulut se jeter sur lui, mais elle n'aurait laissé Gérardo pour rien au monde. Alors elle se contenta de lui asséner des regards de haine, mêlés de souffrance et de larmes. Isma le vit. Il sentit la douleur profonde de sa sœur en lui. D'un geste brusque, il repoussa Chambiche qui lâcha prise et s'élança sur le fauteur de trouble. « Non !» cria Chambiche avant de courir à son tour. D'autres suivirent, sans qu'on sache bien si c'était pour retenir Isma ou se joindre à lui. Par instinct de survie, Fred battit en retraite, d'abord lentement, à cause de l'orgueil, puis à toute vitesse. On le vit dévaler la pente et sortir du village, là où se trouvait le panneau « Fauteuil » et le début des champs. Isma ralentit sa course, puis finit par s'arrêter. Il avait peur de ce dont il était capable.
Qu'aurait-il fait d'irréparable? Il regarda Fred s'éloigner vers la ferme qu'on voyait au loin. C'était là que Fred vivait, avec sa mère, veuve et complètement dépassée par l'attitude de son fils. Madeleine s'impatienta. « Il faut qu'on l'emmène. Maman, va chercher la voiture !» Mais le père Perrault insista pour qu'on attende l'ambulance et qu'on les laisse faire. On entendit bientôt des sirènes au loin, puis on la vit sur la route vallonnée et bordée par les champs. On s'écarta pour que les ambulanciers puissent intervenir. Madeleine insista pour monter à bord, mais on lui fit savoir qu'elle pouvait tout au plus prendre sa voiture et les suivre jusqu'à l'hôpital. Ce qu'elle fit, accompagnée par Isma et ses parents. Après presque 2 heures d'attente, un infirmier vint les voir dans la salle d'attente au néon jaune. « Bonjour, nous avons placé Gérardo en soins intensifs. Le choc a fracturé l'arrière de son crâne. Notre neurochirurgien est en train de l'opérer. » Madeleine prit la main de son frère. Elle était sur le point de s'évanouir. Gérardo est à présent dans le coma, mais il respire sans assistance. C'est un coma superficiel. La bonne nouvelle, c'est que du fait de son jeune âge et de son état de santé, il a de grandes chances de s'en sortir. Vous devriez rentrer chez vous. Nous vous appellerons dès qu'il y aura une amélioration significative. L'infirmier paraissait confiant, ce qui contrastait avec le diagnostic. Gérardo était entre les mains des médecins à présent, et il fallait annoncer ça à ses parents. Le père d'Isma s'en chargea personnellement. Édouard Dupré, le maire de Fautey, arriva sur place. Mais au lieu d'aller interroger les villageois, de s'entretenir avec la gendarmerie ou de rendre visite à la mère de Fred, il se gara à l'entrée du village et alla voir Monsieur Chambiche. D'un hochement de tête, il salua l'antiquaire qui était assis devant sa boutique, puis entra, un coffre sous le bras. « Monsieur Chambiche, quelle terrible nouvelle. Je suis venu dès que j'ai pu. »« Oui, ils l'ont emmené à l'hôpital il y a de ça une demi-heure. »« Et vous avez des nouvelles ?»« J'ai appelé Isma, mais il répond pas. »« Quelle horreur. J'irai voir la mère de Fred. Les gendarmes ont emmené son fils. Étant mineur, il sera jugé demain par le juge des enfants. Et étant donné ses antécédents, il va être placé dans un centre éducatif fermé. J'en ai peur. Mais avant, j'ai un petit service, bon, à vrai dire, un service de la plus haute importance à vous demander. Pourriez-vous garder ce coffre juste une nuit? Je vous fais entièrement confiance et je viendrai le récupérer demain matin. Chambiche trouva la requête fort étrange. Pourquoi Édouard Dupré lui confiait-il son coffre? Ne pouvait-il pas le garder en un lieu sûr, connu de lui seul? Oui, je peux le mettre dans l'arrière-boutique si vous voulez. Parfait, je savais que je pouvais compter sur vous. Le maire le lui tendit avec appréhension, sans quitter l'objet du regard. Chambiche le prit tout en dévisageant le maire, qui paraissait possédé en cet instant. Aucun doute que le coffre orné d'or et d'argent provenait de l'antiquaire. Il soupçonnait même le maire d'avoir reçu le coffre en paiement du local. « Qu'y a-t-il dans le coffre ?» demanda soudain le vendeur de légumes. « Hein? Non, rien, il n'y a rien. Si vous permettez, je vais voir la mère de Fred. La pauvre doit être totalement désemparée. Et dès que Madeleine et sa famille seront de retour, je leur rendrai aussi visite. À demain, monsieur Chambiche. » Et sans laisser à Chambiche le temps de l'interroger davantage, il sortit. Le vendeur resta là, le coffre entre les mains. De l'autre côté de la rue, l'antiquaire l'observait. La gendarmerie avait déjà recueilli les témoignages téléphoniques du père Perrault et de 2 autres villageois. 2 gendarmes restés sur place s'entretenaient maintenant avec le voisinage. Une femme avait vu la scène depuis sa fenêtre. « C'est Gérardo qui a commencé, » avait-elle déclaré. « Je ne m'explique pas comment ni pourquoi, mais il semblait lui faire du rentre-dedans, voyez. Je pense que c'était pour le provoquer. Fred n'avait de cesse de faire des avances à Madeleine, vous comprenez, la petite copine de Gérardo. Alors Gérardo a sans doute voulu lui montrer ce que ça faisait, et Fred n'a pas supporté. C'est une petite frappe, vous savez, hein. Un sale garnement. C'est pas la première fois qu'il cherche les problèmes, ce Fred. Il y a de ça une semaine, il a encore volé des fruits chez Chambiche. Sa mère a jamais su l'éduquer. » Tous les témoignages concordaient. Et en raison de la gravité des faits, de la multirécidive de Fred et de sa personnalité dérangée, le juge des enfants ordonna bien le placement dans le CEF de Hautefeuille pour une durée de 6 mois renouvelable. Dans un centre éducatif fermé, il y a des horaires stricts, une enceinte fermée,
Une surveillance constante, des fouilles, mais aussi un suivi psychologique, un projet pédagogique et professionnel. Le centre de Hautefeuille avait été conçu, selon les mots de son directeur, comme une prison de réinsertion. Fred allait manger à heure fixe, dormir dans une chambre fermée à clé, réapprendre la discipline, la valeur travail, notamment grâce au jardinage et aux activités de plein air. Il allait aussi réapprendre des gestes du quotidien, comme mettre la table ou prendre un repas avec les autres. Toute violation de ce règlement engendrerait l'incarcération du mineur. Cette menace était pour la plupart dissuasive, mais pas pour Fred. Fin de la première partie.